truffé d'énigmes, de coups de théâtre, et puis dans la foulée, une vraie discussion pour éclairer certaines zones d'ombre. Alors, certains jours, vous verrez, je vous proposerai des sujets très méconnus, et puis d'autres, comme aujourd'hui, des sujets connus en apparence, mais qui recèlent en fait énormément de surprises. Alors je crois savoir qu'aujourd'hui, vous allez nous parler du drame de Mayerling. Exactement, nous allons rouvrir ce dossier mystérieux entre tous, et vous allez voir que mon invité après 14h est un des plus grands connaisseurs de l'Autriche-Hongrie. On a hâte. Je rappelle aux éditeurs que c'est une émission interactive. On attend bien sûr, oui. leurs commentaires au 3921, également sur europe1.fr et sur la page Facebook de l'émission qui s'appelle Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire, eh bien, je vous invite à nous y plonger tout de suite. – 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Mayerling, ce n'est pas seulement cette fameuse tragédie sentimentale que le cinéma et la littérature ont beaucoup exploitée. Ce drame, c'est d'abord la première station sur le chemin de croix des Habsbourg d'Autriche. Il reste, ce drame-là, on peut dire une des plus grandes énigmes de l'histoire, une énigme qui, à l'heure où je vous parle, n'a pas trouvé de solution. Ça ne veut pas dire qu'on puisse pas formuler un certain nombre d'hypothèses. D'ailleurs, je vais faire un pari, Julia. J'aimerais bien que d'ici à 1 heure, à peu près tous nos auditeurs aient réussi à faire un choix parmi toutes les thèses possibles. C'est osé, mais je crois qu'on va y arriver, vous allez voir. Alors, tout commence, vous le savez, sous la neige épaisse de l'hiver autrichien. Nous sommes au petit matin du 30 janvier 1889, à une petite quarantaine de kilomètres au sud de Vienne, donc dans ce relais de chasse qui s'appelle Mayerling. C'est de là que va partir une nouvelle fracassante, une nouvelle qui va être répercutée grâce au télégraphe. Vous savez qu'on est à la pleine époque du télégraphe, donc la nouvelle circule en morse jusqu'aux confins du monde habité. Le jeune héritier de l'Autriche-Hongrie, le fils chéri de l'empereur François-Joseph et de la célèbre Sissi, l'archiduc Rodolphe est mort. Il est mort de mort violente. On l'a retrouvé baignant dans son sang, ce prince, comment le définir, ce prince un peu fantasque, libéral, ami de la France aussi et de sa République, ce prince féru de chasse, de bonne chair et de petites femmes. Du reste, il n'est pas mort seul. À côté de son cadavre se trouvait celui de sa jeune maîtresse, Marie Vetsera, une amoureuse transie, un peu névrosée, diront certains. Elle n'avait pas 17 ans, lui en avait 30. Rodolphe et Marie sont donc morts la même nuit. Comment ? Eh bien, précisément, c'est ce que, 122 ans plus tard, on n'arrive toujours pas à savoir avec précision. Étaient présents, quand on a découvert les corps, 3 témoins capitaux. 2 proches de l'archiduc, son beau-frère Philippe de Saxe-Cobourg et son meilleur ami, le comte Hoyos, ainsi que le valet de chambre de l'archiduc, Loschek. Si l'on en croit les rapports officiels, seul Loschek serait entré, il aurait été le seul à pénétrer dans la chambre du drame. Et il y aurait trouvé, ça c'est toujours la version officielle, des lettres des amants. Voici ce que Marie aurait écrit à sa mère, je cite la lettre, ultime lettre. « Nous sommes à présent très curieux de savoir comment est fait l'autre monde. Pardonnez-moi ce que j'ai fait, je ne pouvais résister à l'amour. » Quant à Rodolphe, il aurait écrit de son côté « Je n'ai plus le droit de vivre. J'ai tué. » Très vite, le corps de la jeune Marie Vetsera est escamoté par ses oncles, les frères Baltazzi, qu'on a prévenu le plus discrètement possible. Il faut noter que la mère de Marie, la baronne Vetsera, ne sera jamais autorisée par la police autrichienne à voir le corps de sa fille. La raison d'État, vous m'avez compris, cette raison d'État si forte, notamment dans l'Empire autrichien, est déjà en train de s'emparer du drame de Mayerling. En quelques heures, c'est une chape de plomb qui va s'abattre sur le relais de chasse. D'ailleurs, les principaux témoins sont le jour même convoqués chez l'empereur, et l'empereur, en prenant leurs mains dans les siennes, leur fait jurer un silence absolu, un silence à vie. C'est le cas, bien sûr, entre autres, du prince de Saxe-Cobourg, qui affirmera toute sa vie n'avoir pas vu les corps. C'est quand même étrange ça, parce qu'en rentrant à Vienne, il avait quand même eu le temps de déclarer à sa femme, qui le consignera dans ses mémoires, je le cite, « C'est horrible, horrible ce que j'ai vu là-bas, mais je ne dois rien dire, sinon qu'ils sont morts tous les deux. » Dans l'après-midi de ce 30 janvier,
le palais impérial, le palais d'hiver, si vous voulez, des Habsbourg, hein, ce qu'on appelle la Hofburg, annonce officiellement la mort de l'archiduc héritier. Aucune mention de Marie Vetsera, évidemment. Quant à Rodolphe, selon la dépêche officielle, il aurait succombé à une crise cardiaque. Alors naturellement, c'est évident, ça, personne ne croit à cette version officielle. La rumeur commence à circuler assez vite dans Vienne. Et on commence à dire qu'en fait, il y aurait eu un coup de feu. Et finalement, ce ne serait même pas un accident, ce ne serait pas un suicide. Mais alors, si ça n'est pas un accident, si ce n'est pas un suicide, s'il y a eu un coup de feu, est-ce qu'il s'agirait d'un crime ? Le 1er février, à l'aube, une seconde annonce officielle rectifie le mensonge du 30 janvier. Le prince héritier, lit-on finalement, a mis fin lui-même à ses jours le mercredi matin entre 7 et 8 heures. Et l'on précise dans un accès de folie. C'est bien souligné ce point-là. Dans un accès de folie. Comme on pouvait s'y attendre, le rapport d'autopsie signé des 3 médecins de la cour accrédite cette nouvelle thèse officielle. Alors on dit que le prince s'est tiré une balle dans la tempe, on dit rien de l'arme du crime, on dit que la balle, on n'a pas pu la retrouver. Ça ne peut être qu'un suicide, mais sans qu'aucun argument ne vienne à l'appui de cette affirmation. Et puis surtout, l'accès de folie serait, selon les médecins, serait confirmé par l'examen cérébral. Ça, quand même, si vous êtes capable, à partir de l'examen d'un cerveau, de voir si le prince était fou, c'était surtout à l'époque, hein, vous imaginez, on est en 1889, ça prêterait à sourire si les choses étaient moins graves. De l'aveu unanime, et ça c'est notamment le sens d'une dépêche de l'ambassadeur de France à Vienne à l'époque, M. Decrès. De l'aveu unanime, l'archiduc Rodolphe était sain d'esprit. Oh, c'était un osseur, sans doute, un débauché, peut-être, adonné à toutes sortes d'excès, mais ce n'était pas un fou. Dès lors, pourquoi est-ce que les autorités vont se cramponner à cette thèse du suicide dans la folie ? Eh bien, pour obtenir de l'Église des obsèques religieuses. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les personnes suicidées n'ont pas d'obsèques religieuses. Cet aspect va faire l'objet d'un très long télégramme de l'empereur François-Joseph au pape Léon XIII. Télégramme fondamental, mais qui bien sûr ne sera jamais rendu public. Sinon, il n'y aurait pas eu d'énigme de Mayerling, tout simplement. Les obsèques de Rodolphe obsèques religieuses ont lieu le 6 février, mais auparavant, au moment du défilé des Viennois devant son lit de mort, nombreux sont ceux qui ont été surpris de voir le crâne de l'archiduc entièrement bandé, et puis surtout de voir qu'on lui avait ganté les mains, ce qui n'est pas du tout habituel. Et certains ont même remarqué que les gants avaient une forme bizarre. Peu importe. La légende romantique ne s'embarrasse pas de ces petits détails à la Sherlock Holmes. Elle est déjà en train de prendre son envol. Le beau Rodolphe, éperdument épris de la petite Marie, ne supportait pas que son père le force à renoncer à cet amour. Il était acculé à la rupture, il aurait préféré cesser de vivre. Alors, les deux amants, comme des Tristan et Iseux modernes, comme Roméo et Juliette, si vous voulez, ils seraient entrés ensemble dans un sommeil éternel. Oh, c'est très beau, ça nous tirerait des larmes. Le seul problème, c'est que ça n'est pas la vérité. Et c'est là que j'en viens à citer encore une fois notre ambassadeur de l'époque. Beaucoup considèrent, écrit M. Decrès, qu'il y a là-dessous quelques mystères qu'on ne peut pas révéler. Et quel mystère se cache encore sous la légende des Mayerling ? C'est la question que Franck Ferrand se pose cet après-midi sur Europe 1. Exactement, Julia. Vous avouerez qu'on fait fort pour un c'est grand une belle tour. première. Parce que c'est une grande question. On va essayer de résoudre l'énigme, je vous l'ai promis. J'ai fait le pari volontairement, vous avez compris, de ne pas verser dans le folklore des valses de Strauss et de la Wienerwald, les grands cerfs dans la forêt hivernale, le mobilier Biedermeier, les bouquets de houx, cette espèce d'odeur de cannelle et de vin chaud. On est en janvier, tout près de Vienne, évidemment. Mais ce que j'aimerais plutôt souligner cet après-midi, c'est une dimension moins romantique, une dimension plus politique de cet événement, parce qu'il s'agit bel et bien d'un événement clé de notre histoire européenne récente. Rappelez-vous qu'en 1889, alors chez nous c'est l'époque de la Tour Eiffel évidemment, l'Empire des Habsbourg est la principale puissance catholique d'Europe. L'empereur François-Joseph règne depuis le milieu du siècle, c'est un homme de la durée, de la continuité, mais aussi de l'immobilisme. Pour être franc, la maison d'Autriche a connu des jours meilleurs et François-Joseph a beaucoup à faire pour maintenir le grand vaisseau à flot. Néanmoins, on peut dire que, bon an, mal an, cette monarchie conservatrice fait tenir ensemble des peuples disparates. Alors on oublie parfois de le rappeler,
Mais quand même, c'est pas rien les Habsbourg, on en parlera tout à l'heure avec Jean Descartes. C'est quand même, c'est une dynastie de tolérance, de respect, de modération. Je dirais même que c'est par défiance envers les excès de la France et de sa politique des nationalités que l'Autriche a fait alliance avec l'Allemagne afin de constituer une sorte de pôle stable, un pôle germanique évidemment, au cœur de l'Europe. Eh bien, le premier opposant à cette politique et à cet immobilisme, l'adversaire le plus célèbre de François-Joseph, ça n'est autre que l'archiduc Rodolphe lui-même. L'héritier du trône avait rejeté en bloc la politique de son père. Il est allé jusqu'à écrire des articles dans certains journaux républicains. Il n'a cessé de remettre en cause l'alliance allemande et jusqu'aux principes monarchiques. Lui se voulait libéral, progressiste, socialement avancé. Autant dire que du côté de la République française, et puis derrière elle, du côté de pas mal de libéraux d'Europe, on a considéré l'archiduc Rodolphe comme une alternative à la vieille garde autrichienne. On se disait que si un jour Rodolphe succédait à François-Joseph, eh bien les choses allaient changer et que l'isolement de la France face à l'Allemagne notamment disparaîtrait. Quand vous posez ça, vous mesurez mieux l'importance du drame de Mayerling avec la mort de Rodolphe. C'est en quelque sorte tout l'avenir de l'Europe qui bascule. Vous voyez qu'on est loin là de la simple romance sentimentale. Alors j'aimerais qu'on revienne en arrière 2 secondes pour comprendre comment ce jeune prince en est venu à s'opposer à son père, sur son enfance, sur sa jeunesse. Vous voyez, Rodolphe, il faut le préciser ça. Rodolphe est l'unique garçon de François-Joseph et de la célèbre Sissi. C'est pas rien d'avoir Sissi comme mère, hein, ça il faut le dire aussi. Très jeune, il se retrouve déchiré entre un père lointain, un père figé dans son espèce d'idée du devoir, du service de la patrie, et puis une mère donc Sissi absente, Sissi c'est l'impératrice Élisabeth d'Autriche, devrais-je dire, une mère incapable d'apporter à ce fils la stabilité, la sécurité qui vont lui faire défaut. Un père rigide, une mère absente, je veux pas faire de la psychologie facile, mais c'est un adolescent qui va évidemment se développer très tôt des tendances à la rébellion, à l'indépendance extrême, à la dépression aussi, à une certaine autodestruction peut-être. Là vous me voyez venir avec mes gros sabots, ça y est, il va nous dire que Rodolphe était suicidaire. Ben, quand même, il faut bien dire qu'il y a un peu de ça. Rodolphe a 23 ans quand il épouse la très sage, la trop sage Stéphanie de Belgique, dont tout le monde espère qu'elle va l'équilibrer. C'est un vœu pieux, elle est incapable de ça, la pauvre archiduchesse. D'abord, elle devient stérile après avoir mis au monde une petite fille. Elle est assez vite délaissée par son mari qui lui préfère les soirées bien arrosées, les fumeries entre hommes. J'ai sous les yeux là la dernière photo de Rodolphe. C'est assez impressionnant, d'ailleurs, je vais vous passer le document, Julia. On voit une espèce de visage blafard, émacié, il a la cigarette au bec, il a jeté sur ses épaules une pelisse dont la fourrure fait songer à un manteau barbare. Rodolphe est une sorte d'indépendant absolu. Il se fuit dans la chasse, il lui faut, dit-on, sa ration quotidienne de sang versé, mais il se fuit encore plus dans les conquêtes féminines. Or, Marie Vetsera n'est que la dernière en date, si vous me passez l'expression, de ce long tableau de chasse. Alors d'où est-ce qu'elle sort, la petite Marie, au d'un bal où l'archiduc l'a rencontrée? En vérité, c'est la comtesse Lariche, qui est une espèce d'aventurière, une nièce de l'impératrice par la main gauche, qui a facilité la liaison naissante entre la toute jeune Marie Vetsera et l'archiduc. En fait, la comtesse Lariche fait semblant d'emmener Marie faire des courses ou au spectacle, et puis elle la laisse tranquillement chez Rodolphe. Et entre les deux, la passion va s'installer très vite. Le prince va trouver un écho à son mal de vivre dans la fragilité de cette jeune fille, dans son regard plein de feu, mais aussi dans son déséquilibre un peu névrotique. Attention, hein, Marie est dans un tempérament assez noir sans doute, mais en réalité, personne ne l'a jamais trouvée autrement que joyeuse et rayonnante pendant leur époque, pendant leur grand amour. Rodolphe n'est pas seul amoureux. Il faut bien comprendre que c'est une passion partagée, réciproque, une passion digne de la légende. Voilà cet héritier incompris, rebelle à son père et au régime qu'il incarne. Voilà Rodolphe qui jusqu'ici était incapable de trouver dans le monde la tendresse qui lui manquait. Voilà cet archiduc revenu de tant de choses qui trouve enfin l'âme sœur dans la personne d'une petite jeune fille de 17 ans. Ce qu'ils ne savent pas l'un et l'autre, c'est que leurs jours sont d'ores et déjà comptés. Il semble que cette histoire d'amour ait connu un tournant le 13 janvier 1889. Vous allez me dire que je suis très précis. Ben oui, parce qu'on a une tabatière, plutôt un étui à cigarette que Marie avait offerte à Rodolphe et à l'intérieur de laquelle sont gravés ces mots: merci à l'heureux destin, 13 janvier 1889. Alors, que signifie cette date? Est-ce que c'est un heureux événement? Là, toutes les thèses sont permises. Ce qui est certain,
c'est que dans la foulée de ce 13 janvier, le prince adresse une supplique au pape Léon XIII à Rome pour lui demander d'annuler son mariage avec Stéphanie, ce qui signifierait donc qu'il a bien l'intention d'épouser Marie. Le 27 janvier, au cours d'une grande soirée, tous les témoins constatent que non seulement Rodolphe passe beaucoup de temps avec mademoiselle Vetsera, mais que celle-ci va jusqu'à snober l'archiduchesse Stéphanie, sa rivale si vous voulez. Le lendemain de cet affront public, l'empereur, François-Joseph en personne, convoque son fils dans son bureau à la Hofburg. Et là, il y a une explication terrible. C'est un tête-à-tête épique. Personne ne sait exactement ce qui s'est dit. On écoute un peu aux portes, mais on n'entend pas tout. On sait évidemment qu'il est question de la supplique au pape, que le pape a d'ailleurs refusé d'honorer dès le 28 janvier. On sait qu'il y a eu des explications. On se demande si François-Joseph n'aurait pas présenté un ultimatum à Rodolphe. Soit il renonce séance tenante à Marie Vetsera, soit il va perdre tous ses droits héréditaires. La conversation est-elle allée encore plus loin? Est-ce que le père a révélé au fils des choses qu'il ignorait à propos de Marie Vetsera? Ça, on en parlera tout à l'heure, mais évidemment, pour l'instant, on ne le sait pas vraiment. Si l'on en croit le docteur Gert Holler, dès le lendemain, en tout cas, de cette altercation, le 29 janvier, Marie Vetsera aurait été conduite à la Hofburg par le fidèle cocher de l'archiduc nommé Bradfisch. Un avortement aurait alors été pratiqué sur Marie Vetsera, opération effectuée sous le toit même de l'empereur et par la sage-femme impériale en personne, c'est ce que nous dit Gert Holler. Après quoi, Bradfisch aurait escamoté la pauvre patiente vers la Wienerwald, vers le relais de chasse de Mayerling. C'est là que dans la soirée, l'archiduc la rejoint en compagnie de ses amis et on se trouve à ce moment-là à Kelkranger. Alors, normalement, cette ouverture des archives aurait dû déboucher sur de grandes révélations, sur un classement de l'affaire. On aurait dû trouver une solution à l'énigme. Mais en fait, c'est tout le contraire qui s'est produit. Comme si la cassette de fer avait été expurgée avant qu'on ne l'ouvre, la commission ne va faire dans cette histoire que cautionner la vieille thèse officielle et romantique. Et du coup, les imaginations vont bon train. Les thèses les plus rocambolesques seront échafaudées à propos de Mayerling. Prenez celle du prince Léopold, par exemple, le fils de Philippe de Cobourg. Selon ses confidences au baron Laforie, Marie Vetsera, qui était donc hystérique, furieuse de l'annonce d'une rupture inéluctable, aurait profité du sommeil de Rodolphe pour le mutiler au bas-ventre. Et celui-ci aurait alors étranglé sa maîtresse, puis il se serait tiré une balle dans la bouche. Sauf qu'en fait, on sait que la balle, elle était dans la tempe droite, vous voyez, mais bon, ça fait partie des thèses. L'impératrice Eugénie, notre impératrice Eugénie, la veuve de Napoléon III, tenait pour sa part de l'impératrice Élisabeth elle-même, donc de la mère de Rodolphe, une autre thèse qui a été publiée plus tard par Maurice Paléologue. Marie Vetsera, au moment de l'annonce de la rupture, aurait annoncé à Rodolphe qu'elle était enceinte, et c'est alors qu'ils auraient envisagé de mourir ensemble. Je vous avoue que cet élément spécifique, la grossesse de Marie, m'a longtemps ébranlé moi-même, surtout si on met cette révélation-là en perspective avec d'autres. Un historien autrichien, Potzner, pour ne pas le nommer, s'est appuyé sur une comparaison de portraits pour élaborer la thèse selon laquelle Marie Vetsera aurait été elle-même le fruit d'une liaison, ou une brève liaison, entre sa mère et l'empereur. Ce qui aurait fait de Rodolphe et Marie des frères, enfin demi-frères et demi-sœurs. Marie enceinte de son frère, là vous avouerez qu'il y aurait de quoi envisager un suicide, évidemment. Dans les années 90, ce médecin autrichien dont je vous parlais tout à l'heure, Gert Holler, s'est aventuré lui encore plus loin. Sachant que la baronne Vetsera a pu être suspectée d'avoir déniaisé Rodolphe, le docteur est allé jusqu'à envisager que Marie ait pu être la propre fille de l'archiduc. Vous imaginez pour les deux amants l'horreur de cette situation incestueuse. Ça, c'est presque impossible à prouver, naturellement, mais ça pourrait expliquer l'espèce de psychodrame du 29 janvier dans le bureau de l'empereur. Du 28 janvier dans le bureau de l'empereur. Au bout du compte, les thèses avancées pour expliquer la mort des amants de Mayerling sont trop nombreuses pour être toutes mentionnées. Il y en a une bonne, j'en ai répertorié là en préparant l'émission 14, mais je suis sûr qu'il m'en a échappé. La panne de l'audace revient sans doute à la baronne Surcouf qui, sur la foi du témoignage indirect d'un familier de la cour de Vienne, a soutenu que ni Rodolphe ni Marie ne seraient morts à Mayerling. En fait, ce serait une mise en scène, vous savez, qui leur aurait permis d'aller vivre tranquillement incognito en Grèce. Bref, les choses auraient pu en rester là. Si tout à coup, au printemps 1983, le dernier grand témoin de la dynastie n'avait décidé de rompre à son tour avec la loi du silence et de livrer à la presse une révélation, alors là, fracassante. Ce grand témoin, c'est une haute personnalité dont le public avait plus ou moins oublié qu'elle était encore en vie, puisqu'elle ne disparaîtra qu'en 1989. J'ai nommé
l'impératrice Zita en personne, la veuve du dernier empereur Charles Ier. Pourquoi est-ce que cette vieille dame, tellement digne, tellement discrète, est allée raconter sur le tard ce qui a pu se passer à Mayerling? Pourquoi est-elle sortie de sa réserve habituelle? Eh bien, si on l'en croit, elle l'a fait par souci de s'acquitter d'un devoir. En effet, selon elle, le vieil empereur François-Joseph s'estimait tenu au secret pour des raisons diplomatiques que vous allez bientôt comprendre, et il aurait transmis oralement ce qu'il savait sur Mayerling à son petit-neveu et successeur, charge à lui de révéler la vérité en temps utile. Seulement, Charles, devenu empereur en 1916, chassé du trône 2 ans plus tard et mort dès 1922, n'a pas eu le temps de livrer le secret de Mayerling, et d'autant moins que le dossier de la tragédie, lorsqu'on a voulu le consulter, avait été détruit. Sa veuve aura donc mis près de 70 ans à se décider. Vous mesurez l'importance de ces déclarations. Or, que nous apprend l'impératrice Zita, je la cite, « L'archiduc Rodolphe ne s'est pas suicidé. Il a été victime d'un attentat politique. » Cette vérité, Zita la tenait de son mari, d'un certain nombre de membres de la famille impériale. Elle insiste, c'était bien un complot politique. Alors vous allez me dire, mais quel complot ? Un complot politique, d'accord, mais venant d'où? Depuis toujours, cette variante politique et criminelle de l'affaire avait été défendue. On pensait d'ailleurs que les comploteurs étaient à chercher du côté des Allemands et des cercles berlinois que Rodolphe haïssait tellement. Sauf que ce n'était pas du tout la conviction de l'impératrice Zita. Selon elle, Rodolphe aurait été tué car il menaçait de révéler une conjuration destinée à renverser son père, François-Joseph, conjuration à laquelle il avait renoncé et il menaçait de révéler la conjuration. Qui en était l'artisan de ce complot? Eh bien, selon l'impératrice, essentiellement un groupe d'activistes, tenez-vous bien, d'activistes français, au sein desquels on trouve un certain Cornelius Hertz, un homme d'affaires et d'influence bien connu, mais aussi Georges Clémenceau. Alors évidemment, lorsqu'on connaît le rôle qui a été joué par Clémenceau dans l'affaissement de la Maison d'Autriche en 1919, on peut penser que l'impératrice Zita voulait se venger de lui en quelque sorte. Mais néanmoins, l'accusation est ferme. Voilà qui expliquerait en tout cas les témoignages faisant mention de luttes, de blessures, d'effractions. Voilà ce qui expliquerait par exemple une forte blessure, même peut-être une mutilation du poignet pour Rodolphe. Ce qui expliquerait qu'on l'aurait ganté sur son lit de mort. L'un des frères de Zita, Xavier de Bourbon-Parme, allait jusqu'à prétendre que dans la lutte, le poignet droit de l'archiduc avait été carrément sectionné. Voilà enfin qui justifierait l'envoi de ce très long télégramme codé au Vatican, parce que si les amants de Mayerling ont été assassinés, il était nécessaire de faire justice aux victimes d'une thèse de suicide endossée par François-Joseph uniquement dans le but d'éviter cette fameuse crise diplomatique. Pourquoi pas même d'éviter une guerre que l'Autriche de toute façon n'aurait pas eu les moyens de soutenir. Alors je ne sais pas s'il faut prêter foi les yeux fermés aux révélations de la dernière impératrice. Ce qui est certain, tout de même, c'est que la version qu'elle nous donne cadre assez bien avec toutes sortes de petits détails. Je ne peux pas tous vous les citer, j'adorerais, mais je n'ai pas le temps de le faire. Un exemple seulement. Dès le 6 juillet 1912, le Monde illustré avait livré ce curieux témoignage d'un certain Jean de Bonnefond. Je cite « Le pape Léon XIII, qui savait le grand et le menu détail, laissa filtrer un jour un rayon de lumière. Une princesse romaine sollicitait de lui des funérailles religieuses en faveur de son fils mort par suicide. Emportée par la douleur, la malheureuse femme finit par s'écrier « Saint-Père, faites pour une mère romaine ce que vous avez fait pour un empereur autrichien !»« Je n'ai jamais eu de faveur à faire, répondit le pontife, car l'archiduc ne s'est pas suicidé. » Alors, quand l'impératrice Zita, il y a près de 30 ans maintenant, a décidé de sortir de son très long silence, elle ne s'est pas adressée à n'importe qui. Le premier auquel elle est parlée était justement un Français, un correspondant du Figaro qui se trouvait en Autriche pour couvrir, comme on dit dans le métier, son retour à Vienne après 6 décennies d'exil. Eh bien, ce dépositaire des révélations impériales s'appelle Jean Descartes. Il est avec moi dans ce studio et aussitôt après le flash de 14h, il va pouvoir répondre à toutes les questions que nous nous posons sur Mayerling, bien sûr, mais aussi plus largement sur cette espèce de fascinante, d'interminable et de dramatique saga de la maison impériale d'Autriche, ce qu'on appelle tout simplement la saga des Habsbourg.
14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Effectivement, c'est le nouveau rendez-vous que Franck Ferrand nous propose désormais sur Europe 1. Je vous rappelle qu'on attend toutes vos réactions par mail sur europe1.fr. Il y en a déjà et je remercie tous ceux qui nous saluent. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Elles sont sympathiques. Et pour parler de Mayerling, c'est l'historien Jean Descartes qui nous a rejoint sur Europe 1. Alors, cher Jean Descartes, merci d'être avec nous. Bonjour. Je vous dis tout de suite que je suis assez jaloux parce que moi j'ai eu l'honneur d'interviewer l'archiduc Otto de Habsbourg, mais je n'ai jamais connu ni rencontré l'impératrice Zita en personne. Et vous avez eu ce privilège et en plus, elle vous a fait une révélation incroyable. Oui, c'était le 10 novembre 1982. J'avais été envoyé par le Figaro Magazine pour couvrir son retour après 63 ans d'exil. Mais ce que l'impératrice, qui était une grande dame et une petite femme, physiquement parlant, ne pouvait pas savoir, c'est que je préparais un livre sur Sissi. Et je comptais lui demander quelle était son opinion, puisque entre la mort de Sissi en 1898 et 1916, il n'y avait pas eu dans le fond d'impératrice sur le trône austro-hongrois, et on ne pouvait pas trouver deux femmes plus différentes. Et c'est au cours de cette audience... Ah oui, on peut dire que Sissi, malgré sa neurasthénie, était l'impératrice flamboyante, alors que c'était dans la réserve et une espèce de dignité extrêmement effacée que s'était imposée à sa façon Zita. Du fait des circonstances, du bannissement de la famille de Habsbourg à partir de 1918, de l'exil, de la gêne, de la mort de l'empereur Charles, etc. Et tout d'un coup, dans cette chambre du château de Wallstein, avec un grand salon, dans un silence très impressionnant, l'impératrice m'a dit dans un français bien sûr parfait: vous devez savoir que l'affaire de Mayerling n'est pas du tout ce qu'on raconte, etc. Alors j'étais stupéfait parce que jamais un Habsbourg n'avait pris position publiquement depuis le moment du drame, c'est-à-dire depuis 1889, et nous étions près d'un siècle plus tard. En 1982, je le rappelle. Alors, cette révélation de Zita s'accompagne d'une mise en cause des organisateurs du complot. Parce que s'il y a eu assassinat politique, il faut que quelqu'un ait organisé cet assassinat. Alors, si vous voulez, oui. Mais avant d'évoquer ça, je voudrais vous dire pourquoi, dans le fond, nous nous intéressons toujours à cette affaire. Parce qu'elle a une particularité par rapport à tous les événements de ce genre. C'est le premier fait divers du Gotha qui a été suivi médiatiquement heure par heure. Et c'est le premier cafouillage médiatique dans le domaine des couronnes. Avec une cascade de mensonges. Pourquoi ? Parce que, après la découverte officielle du corps de Rodolphe, et là on ne parle pas de Marie Vetsera, le moyen le plus sûr et le plus rapide de prévenir la cour dans ce matin glacé de janvier 1889 est de faire arrêter le train, l'express Trieste-Vienne, car les routes sont trop enneigées. Pour faire arrêter cet express, il faut un motif grave. Dire le service de l'empereur ne suffit pas. Alors, la personne, le comte Hoyos, qui est obligé d'informer le chef de gare, évidemment, prend un risque énorme. Lorsque le train s'est arrêté, et il est 9h28, s'est arrêté 1 minute, et 25 minutes plus tard, Hoyos sera à Vienne, le chef de gare a dû en référer à sa hiérarchie, dire l'express a été arrêté, et dire pourquoi. Et immédiatement, le président de l'actionnaire majoritaire, dans le fond, qui est le baron de Rothschild, branche autrichienne, est informé. Au moment où son épouse va rendre visite à l'ambassadeur britannique, à l'ambassadrice britannique, ce qui fait que lorsque Hoyos arrive à Vienne, toutes les chancelleries, toutes les ambassades et bientôt la bourse et la presse sont déjà au courant que Rodolphe est mort, alors que le palais et le gouvernement ne le savent pas. Donc ce décalage médiatique, ce retard est catastrophique, ne sera jamais rattrapé et va donner lieu à des interprétations farfelues. Il y a un décalage dans le temps, nous dites-vous, qui a créé un hiatus dans les interprétations, une panique. Parce que Sissi a dit tout de suite que son fils avait été empoisonné. Alors voilà, ce qui est une thèse supplémentaire, mais qui va rester un certain temps. Et ce qui est le plus étonnant, et j'attire l'attention des auditeurs, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y avait pas une censure, ou en tout cas s'il y en avait une, elle était totalement débordée et dépassée, parce que les éditions spéciales des journaux vont publier côte à côte des communiqués de plus en plus
embarrassé de la Parfois cour. sur la même page. Parfois vous sur le la même montrez page, dans je le un livre montre, qui s'appelle voilà. Rodolphe et les secrets de Meyerling. Vous montrez que sur la même page de presse, il y a deux communiqués totalement divergents. Insensé, oui. Notez bien, dans certaines affaires récentes, y compris en France, on a vu des versions assez ahurissantes se contredisant. C'est vrai. C'est toujours possible. Mais là, ce décalage médiatique fait que la Cour, le gouvernement, les autorités, la famille impériale et royale sont pris au dépourvu. Je voudrais tout de suite aussi attirer l'attention des auditeurs sur un phénomène qui, à mon sens, est gravissime et qui n'a pas été assez mesuré. Ni François-Joseph, ni Sissi, les parents du prince défunt, ne se rendent à son chevet. Quel père, quelle mère, même si c'est trop tard, n'arriverait pas au grand galop, compte tenu des moyens de l'époque, Mais alors, au chevet? pourquoi Ça, c'est déjà une anomalie. Parce qu'ils savent, à mon avis, ils savent déjà ce qui s'est passé en réalité et sont concentrés, surtout François-Joseph, sur la façon d'informer le monde. Parce que si c'est un assassinat politique, pour l'Autriche, c'est gravissime. Ça, Alors, écoutez, une de mes très lointaines parentes, épouse de l'ambassadeur de France à Berlin en 1889, écrit à sa sœur, lorsque la nouvelle est révélée, mais elle lui écrit pas par la valise diplomatique, mais en prenant beaucoup de précautions, on craint une guerre avec la mort de l'archiduc Rodolphe, ce qui révèle l'état de tension possible à ce sujet. Alors, je voudrais que nous allions assez vite parce qu'il faudrait qu'on parle un peu également des autres Habsbourg, Jean Descartes. Donc, simplement, en un mot, vous pensez-vous que l'impératrice Zita vous a dit la vérité, qu'il s'agissait bien d'un complot politique ? Alors, écoutez, il est évident que l'impératrice Zita avait un compte à régler avec en particulier Clémenceau, qui, je le rappelle, avait refusé d'une façon acharnée la paix séparée en 1917, et ce qui a provoqué quand même des dizaines et des dizaines de milliers de morts supplémentaires. On peut même dire centaines de milliers de morts. Voilà. Oui. Bon. Alors, le côté patriote de Clémenceau est une chose, son acharnement par idéologie à détruire les monarchies est autre chose que l'on peut déplorer. On en parlera dans 8 jours, ça tombe bien. Mais il est évident que les éléments techniques, si vous voulez, il y avait une quinzaine de points de faits divers que j'ai repris après les déclarations, les assertions stupéfiantes de l'impératrice, sont très intéressants. Je vous en cite un seul. Nous sommes en 1955. Après le traité du Belvédère, l'Autriche retrouve son existence diplomatique. La zone soviétique englobait Meyerling, la zone d'occupation. Et le général soviétique réunit ses officiers, ses soldats, puisque les troupes d'occupation soviétiques, anglaises, américaines, françaises s'en vont. C'est la vraie libération de l'Autriche. Avec force vodka, des soldats de l'armée rouge profanent la tombe de Marie Vetsera dans le cimetière de Heiligenkreuz, espérant y trouver des bijoux des Habsbourg. Le corps est identifié, tout correspond, même avec les moyens qui ne sont pas sophistiqués de l'époque, mais à la stupéfaction générale, au lieu de voir un trou dans la tempe perforé par une balle, selon la version plus ou moins laborieusement admise officielle, cette espèce de rien, aucune perforation ni sur la tempe droite ni sur la tempe gauche, mais un coup qui aurait été donné par un objet agraire, une pelle, peut-être une pioche, on ne sait pas, sur le dessus du crâne. Or, dès l'affaire, c'est-à-dire dès le 30 janvier 1889, entre le nonce apostolique et l'ambassadeur d'Allemagne, il y avait cette discussion. La jeune fille a été tuée parce qu'elle était là par un objet sur la tête. Donc, c'était pas Rodolphe. Et donc, à partir du moment où un point technique du fait divers s'écroule, toutes les hypothèses précédentes s'écroulent. Mais si on avait le fameux télégramme que l'empereur François-Joseph a envoyé au pape Léon XIII, on saurait. Eh bien, je l'ai cherché. J'avais promis à la presse qu'on aurait un scoop cet après-midi. Je l'ai cherché pendant 25 ans, et dans la dernière réédition de mon livre, dans la collection Tempus, je l'ai publié. C'est le résultat d'une rencontre avec un grand prélat, grand personnage ecclésiastique étranger, mais qui est très lié à la France, qui a voulu me contacter, qui m'a dit voilà, il y a 40 ans, avec le cardinal Tisserand, alors doyen du Sacré Collège, nous classions les archives diplomatiques secrètes, et on sait que la diplomatie du Vatican est l'une des plus fascinantes du monde, et voici le télégramme, où il était dit en chiffres, par François-Joseph, très Saint-Père, notre cher fils a été assassiné, c'est le second télégramme envoyé par François-Joseph. Alors il ne dit pas par qui ni pourquoi, mais il obtient les obsèques religieuses alors qu'il était en
très mauvais termes avec Léon XIII à ce moment-là. Donc il a fallu que ce soit vraiment une raison impérieuse pour que le Vatican accorde les obsèques religieuses. Vous êtes né sous une bonne étoile, Jean Descartes, parce que avoir obtenu de la bouche de l'impératrice Zita une telle révélation, puis la communication de ce télégramme archi secret, un des documents les plus convoités par tous les historiens du monde, j'avoue que ça fait ce qui s'appelle pour le coup un beau tableau de chasse. Vous parliez de la collection Tempus. Tempus, c'est le nom de la collection de poche des éditions Perrin, et je rappelle le titre de ce livre dans lequel vous nous livrez toutes sortes de révélations, Rodolphe et les secrets de Mayerling. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et oui, on vous retrouve avec votre invité aujourd'hui, l'historien Jean Descartes, Franck. Jean Descartes qui était en train de me dire, parce que moi je parle de la rencontre avec l'impératrice et de la découverte du télégramme, mais vous avez aussi été sur le tournage du film de Terence Young qui s'appelle Mayerling avec Omar Sharif et Catherine Deneuve. Oui, j'étais envoyé par match et j'avais ce jour-là à Vienne rendez-vous, la même journée, quand j'y pense c'est de la folie, avec Catherine Deneuve et Ava Gardner. C'était vraiment pas raisonnable. D'ailleurs, Catherine Deneuve m'a posé un gentil lapin parce qu'elle était débordée, mais j'ai pris un verre avec Sissi qui était incarné par Ava Gardner. Un whisky avec l'impératrice, c'est rare. Alors avant d'évoquer les films concernant Mayerling, et là encore il y a un mystère et une véritable énigme, eh bien avant d'en parler, je vous propose d'écouter tout simplement un extrait de ce film de Terence Young sur lequel il y aurait beaucoup à dire. C'est un extrait, c'est juste avant le double suicide, parce que là on est dans la thèse officielle évidemment, et c'est un dialogue entre Marie Vetsera et l'archiduc Rodolphe, autrement dit entre Catherine Deneuve et Omar Sharif. C'est peut-être le feu, je ne sais pas. Mes yeux se ferment malgré moi. Endors-toi. Non, je ne veux pas. Pas encore. Je n'arrive pas à lutter pourtant. Tu as encore le temps si tu veux changer d'avis. Pas sans toi. Je ne voudrais pas vivre. La seule chose que je te demande, je préférerais ne pas savoir quand. J'ai un peu peur. C'est plus fort que moi, j'ai peur. Moi aussi. Tu ne dois pas. Je suis là, avec toi. Je le serai toujours. Je ne voudrais pas que tu sois seule, dans l'obscurité. Tu comprends ? Moi, l'homme le plus infortuné d'Autriche. Je suis devenu le plus heureux de tous. Toi et moi, nous sommes les plus heureux. C'est merveilleux de pouvoir dire à quelqu'un « Je t'aimerai toujours ».